Bienvenue dans les archives occultes. Il existe des lieux que l'on traverse sans les voir, des murs qui retiennent leur souffle, des forêts qui chuchotent, des pierres qui se souviennent. Ici, je vous raconte leurs histoires, des faits réels, oubliés des vivants, mais pas du silence. Chaque récit que vous entendrez est tiré de mon livre, Errance, chronique des lieux qui murmurent, disponible sur Amazon. Le lien est en description. Écoutez attentivement. Ce ne sont pas que des mots. Ce sont des traces. L'histoire d'aujourd'hui est la maison hantée de Sainte-Anne, sur l'île de la Réunion, côte Est, janvier 1979. Une route sinueuse file entre les champs de canne à sucre, bordée de flamboyants rouges comme le feu, d'arbres du voyageur aux silhouettes figées. L'air est chaud, moite, chargé de cette odeur d'humus et de mer mêlée. Ici, le visible cohabite avec l'invisible. Toujours. C'est une vieille maison créole, posée là depuis des générations. Toit de tôle ondulé, murs en bois, sous-peinture écaillée, véranda qui craque sous le vent du soir. À première vue, rien d'étrange, si ce n'est cette impression persistante que les murs regardent. Les anciens du quartier disent qu'on ne doit pas y entrer après le coucher du soleil. D'autres évitent même de passer devant. Et ceux qui n'y croient pas n'y restent jamais bien longtemps. Jean-Claude Grondin est un homme simple, agent des eaux et forêts, la quarantaine, réunionnais de naissance, mais longtemps installé à Saint-Denis. Il est cartésien, solide, rarement impressionné. Ce poste à Saint-Benoît est pour lui une opportunité de ralentir un peu, de rapprocher la famille de la nature, loin du bruit de la ville. La maison créole de Sainte-Anne, malgré son état, lui a tout de suite plu. Grande, rustique, pleine de promesses. Élise, elle, est métropolitaine, originaire de Nîmes, institutrice, réservée, mais très intuitive. Elle a appris à sentir les choses sans toujours pouvoir les expliquer. Depuis qu'ils sont arrivés, elle ne se sent pas bien dans cette maison. Une gêne, quelque chose de diffus. Mais elle n'en parle pas trop. Elle sait que Jean-Claude hausserait les épaules. Ils ont 3 enfants. Léa, 11 ans, sérieuse, observatrice, souvent dans les livres. Thomas, 6 ans, très sensible, un peu rêveur. Et Soline, à peine 2 ans, rieuse et toujours accrochée à sa mère. Les premiers jours passent sans heurts. Jean-Claude bricole, Élise range, les enfants jouent dans la cour. La maison semble endormie, comme si elle observait sans bouger. Mais dès la 3e nuit, Élise est réveillée par un bruit sourd, comme un choc étouffé contre une cloison. Elle tend l'oreille. Rien. Elle tend l'oreille. Rien. Elle se lève, va voir les enfants. Tous dorment profondément. En repassant devant la cuisine, elle sent de nouveau ce froid étrange, qui n'a rien à voir avec le climat tropical. Le lendemain, Thomas raconte à sa mère qu'une dame en blanc l'a regardé dormir depuis la porte. Elle avait les pieds qui touchaient par terre, maman. Elle flottait. Élise blêmit. Jean-Claude rit. Tu as vu ça dans un dessin animé, mon gars. Mais Thomas insiste. Et Léa, en silence, avoue avoir entendu elle aussi quelqu'un marcher dans le couloir, en pleine nuit. Élise commence à noter. Un cahier de couverture noire.
qu'elle cache sous le matelas. Chaque page, une date, une heure, un frisson. Elle n'en parle à personne, pas encore. À la réunion, on évoque vite les langazes, les mauvaises passes, les âmes coincées. On vous dit que la maison doit être nettoyée, que quelque chose est resté là. Mais ce qu'Élise ignore, c'est que la maison, elle, ne veut pas être oubliée. La maison ne fait pas de bruit. Elle laisse faire. Elle observe. Elle attend. Et c'est justement ce silence qui devient le plus pesant. Un matin, alors qu'Élise tend le linge, la voici d'en face, une vieille femme au chignon serré, nommée Madame Ratenon, l'interpelle sans quitter la véranda. « La case où vous êtes, c'est pas la première fois qu'on l'habite, hein ?» Élise se retourne, surprise. « Ah bon ? La famille Michel l'avait avant vous. Et avant eux, des cousins à eux. C'est pas resté longtemps chaque fois. » Elle ne dit rien de plus. Pas besoin. Sa voix a le ton d'un avertissement glissé dans une banalité. Élise acquiesce, sourit poliment, mais son cœur s'est mis à battre plus vite. Ce soir-là, elle remarque que le crucifix au-dessus du lit a tourné, comme s'il avait pivoté sur lui-même. Jean-Claude dit que c'est le vent. Pourtant, la fenêtre était fermée. Et le crochet tient bien. À partir de là, les nuits changent. On entend parfois des bruits de pas au plafond, alors qu'il n'y a pas d'étage. Une ampoule claque sans raison dans le couloir. Et surtout, le couloir. Personne ne veut plus y marcher seul. Même Jean-Claude hésite à l'admettre, mais il évite désormais de traverser la maison dans le noir. Un jour, Élise trouve la porte du buffet ouverte, celle qui grince horriblement à chaque fois, mais là, aucun son, et personne ne l'a ouverte. Thomas fait des cauchemars. Il parle d'un monsieur au chapeau noir. Léa dessine un visage dans les carreaux de la cuisine. Elle dit qu'elle le voit quand il pleut, comme si la buée le dessinait toute seule. Le journal intime d'Élise, lui, se remplit de phrases courtes, haletantes, presque comme des appels à l'aide. Mais elle ne parle pas. Pas encore. La maison, chaque nuit, se resserre autour d'eux. La nouvelle se répand lentement, pas comme un scandale, plutôt comme une rumeur, moite et lente, comme l'air de Sainte-Anne après la pluie. Madame Ratenon, sur sa véranda, ne dit rien, mais regarde souvent la maison. Une autre voisine, plus jeune, murmure un jour à Élise en la croisant. « Faut prier, madame. Cette case, elle est pas vide. » Élise en parle, cette fois, à sa sœur, venue de métropole en vacances, Claire, pragmatique, incrédule. « Tu somatises, Élise. Tu veux que ce soit étrange, alors tu remarques les détails. T'as toujours été comme ça. » Élise la regarde. « Alors dors une nuit ici. » Et Claire accepte. Elle s'installe dans la chambre d'amis, celle du fond, celle où le parquet est plus froid que dans les autres pièces. La nuit tombe. Tout est calme. Les enfants dorment. Jean-Claude ronfle doucement. Élise ne dort pas. À 2h36, un cri réveille tout le monde. Un cri net, court, féminin. Claire est debout, les yeux écarquillés. Elle pointe la porte, sans dire un mot. Puis elle murmure. « Il y avait quelqu'un ici, dans la pièce. » Elle ne pleure pas, mais elle tremble. Le lendemain matin, elle part. En avance, en taxi. Elle ne
dira rien de plus, ni sur le moment, ni jamais. Jean-Claude commence à se raidir, intérieurement. Le rationnel s'effrite. Et dans la cuisine, pendant qu'il boit son café, il regarde longuement le mur. Un mur où, il en est sûr, il n'y avait pas cette fissure la veille. Une fine ligne noire, verticale, comme une cicatrice qui s'ouvre lentement. Quelques jours passent. Des jours de silence. Pas de cris, pas de lumière qui clignote. Juste cette impression que tout retient son souffle. Élise, elle, ne dort plus vraiment. Elle sent que quelque chose attend. Mais quoi? Et pourquoi eux? Un dimanche, elle franchit enfin le pas. Elle se rend discrètement à l'église de Saint-Benoît, avant la messe, pour parler à quelqu'un. Elle ne cherche pas un exorcisme, juste une présence, une prière, un regard d'église. Elle parle au père Honoré, un prêtre âgé, discret, au regard vif. Né au tampon, il a entendu d'autres histoires. Pas toutes vraies, mais il ne rit jamais quand on lui parle de ce genre de choses. Il ne promet rien. Il vient le mardi suivant, sans soutane, juste une croix en bois autour du cou, un flacon d'eau bénite et un petit missel usé. Jean-Claude accepte sans parler. Il est là, bras croisés, tendu. Léa observe en silence. Thomas regarde ailleurs. Soline est chez une voisine. Le prêtre ne pose pas de questions. Il entre, bénit chaque pièce, murmure des prières, sans élever la voix. Dans la cuisine, il marque un temps d'arrêt. Son regard se fige sur la fissure. Puis il fait 3 signes de croix, rapides, discrets, et pose la main sur le mur. Il dit simplement « Ici, on a pleuré ». Puis il termine la visite, bénit les enfants et s'en va, sans dire plus. Cette nuit-là, la maison reste calme, étrangement calme. Mais au matin, Élise retrouve la photo du mariage, accrochée dans la chambre, retournée face contre le mur. Et sur le sol du couloir, juste devant la porte de la chambre de Thomas, un petit tas de terre noire, comme si on avait gratté sous la maison pour le déposer là. Ce matin-là, Jean-Claude ne va pas travailler. Il boit son café debout, dans la cuisine, le regard fixé sur la fissure. Il ne dit rien, mais il touche la croix autour de son cou, chose qu'il ne faisait jamais. Élise, elle, va voir Madame Ratenon. La vieille la fait entrer sans dire un mot. Elle lui sert un café noir dans la tasse fêlée, puis s'assoit. « Vous avez vu des choses, hein, Élise ?» Élise hoche la tête. « Pas toujours, mais on sent. La case, elle a gardé quelque chose. » Alors, pour la première fois, la vieille parle. Lentement, avec des pauses, des silences lourds. Avant ici, il n'y avait pas de maison, juste un terrain vide. Mais pendant longtemps, les gens disaient qu'il ne fallait pas jouer là, que le sol portait une histoire, une mauvaise. Elle sort une boîte métallique rouillée. Dedans, quelques coupures de journaux jaunis, des carnets anciens et une photo. Une photo floue d'un attroupement, en noir et blanc, devant une cabane de bois effondrée. Un homme s'est pendu là. 1953. Un certain Désiré. On n'a jamais trop su pourquoi. Certains disaient qu'il était possédé, d'autres qu'il avait vu une chose, une nuit, près du manguier.
Elle désigne un manguier centenaire, encore debout dans le jardin de la maison. C'est le seul arbre qu'ils n'ont pas voulu couper quand ils l'ont construit, comme s'ils commandaient quelque chose. Élise sent un frisson dans son dos. Ce manguier, elle ne l'aime pas. Il est toujours un peu trop immobile, même quand le vent souffle. Quand elle rentre, elle retrouve Jean-Claude penché dans la terre du couloir, là où le tas noir a été trouvé. Il creuse doucement avec une cuillère, les doigts noirs de poussière. Il y a comme un clou rouillé là-dedans, un long, planté debout. Élise prend une grande inspiration. Elle ouvre son cahier, prend un stylo et écrit en lettres majuscules. Quelqu'un veut qu'on se souvienne. Léa ne parle presque pas ces derniers jours. Elle s'assied souvent seule sur la marche du perron, un carnet sur les genoux, qu'elle remplit de formes, de lignes, de visages sans yeux. Élise, au début, pense à des rêveries. Mais un soir, elle regarde de plus près. Et dans les marges, entre deux grilles bouillies, elle lit. Il est là quand papa dort. Le mur respire. Elle pleure dans la salle de bain. Élise veut en parler à Jean-Claude. Mais il est de plus en plus absent. Même quand il est là, il reste longtemps immobile, les yeux dans le vide. Il dort mal. Il fume plus. Il évite le manguier. Et Léa, elle, observe la maison. Mais pas comme une enfant. Elle regarde les coins, les reflets dans les vitres, les interstices entre les lattes de bois. Elle dit qu'il y a des choses qui bougent quand on ne regarde pas. Un soir, alors que la pluie tombe en rideau lourd sur Sainte-Anne, elle appelle sa mère d'une voix blanche. « Regarde !» Élise la rejoint. Léa est à la fenêtre de la cuisine, celle qui donne sur le jardin, juste en face du manguier. Il est là, sous l'arbre. Il n'y a rien de visible, juste le tronc sombre, la pluie qui goutte, et cette brume qui semble se lever uniquement autour de l'arbre. Il m'a dit que c'était pas sa faute. Élise se fige. Qui ça, Léa? L'homme du nœud. Quel nœud? Celui dans son cou. Et elle retourne s'asseoir, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, la maison gémit. Pas un craquement. Un gémissement long, grave, profond, qui semble venir de l'intérieur, même des murs. Tous l'entendent, même Jean-Claude, même Soline qui se met à hurler dans son sommeil. Et au matin, le crucifix n'est plus là. Disparu du mur. Le crochet est intact, mais la croix a disparu. On ne la retrouvera jamais. Ce matin-là, le ciel est bas. Le vent s'est levé dans la nuit, balayant les feuilles du jardin comme un avertissement. Jean-Claude est parti tôt, sans un mot. Il a besoin d'air, dit-il. Élise fait le ménage, mécaniquement, sans réfléchir. Elle nettoie les portes, les encadrements, les murs, comme pour chasser quelque chose. Mais c'est Léa qui, une fois de plus, ouvre une nouvelle porte dans l'invisible. Elle joue dans la pièce du fond, celle où personne n'aime trop aller. En posant un meuble contre le mur, elle découvre une planche disjointe, comme si le bois avait gonflé ou avait été repoussé de l'intérieur. Curieuse, elle glisse ses doigts dans l'interstice et sent une surface rugueuse, fendue, gravée. Elle appelle sa mère. Élise s'agenouille, dégage doucement la planche. Derrière, sur le mur nu, quelqu'un a gravé des lettres, avec un clou ou une lame. Elles sont à demi effacées, rongées par le temps, mais une ligne se distingue. Pas dormi d'un moins, ne dors pas en moi.
Élise sent son souffle se bloquer. Ce créole simple, brut, presque suppliant. Elle recule puis remarque d'autres mots, à moitié effacés, griffés plus qu'écrits. Désiré, enlève les nuits, t'y plairait. Et un nombre. 1953. Léa touche les lettres du bout des doigts. C'est lui. Qui ça? L'homme du nœud. Il ne voulait pas rester. Élise ferme les yeux. Elles sont une présence. Non pas menaçante, mais écrasante, triste, désespérée. Ce soir-là, elle rêve d'un homme en chemise blanche, assis au pied du manguier. Il ne la regarde pas. Il pleure. Et autour de lui, des nombres flottent dans l'air, sans ordre, comme un compte à rebours, inversé. Le lendemain, Madame Ratenon passe la voir. J'ai su pour les mots. Vous voulez pas en parler au père Honoré? Élise ne répond pas. Et le soir même, elle ouvre le carnet noir et écrit « Je ne crois plus que la maison est hantée. Je crois qu'elle est habitée. » La chaleur est lourde, collante. Ce genre de journée où le soleil semble peser plus que briller. Le bois de la maison grince sans raison. Les murs transpirent une moiteur étrange. L'air est épais, comme chargé de tension. Élise nettoie une fois de plus le couloir. Depuis la découverte des inscriptions, elle ne parvient plus à rester longtemps seule dans une pièce, même en plein jour. Léa, elle, continue de dessiner. Des arbres, des cordes, des silhouettes floues, toujours sans visage. Jean-Claude ne dit rien, mais fume trop. Reste des heures assis sous la véranda à fixer le manguier. Et puis, la nuit tombe. Vers 3h12 du matin, un bruit sec les réveille tous. Un claquement violent, comme si quelqu'un avait jeté une pierre contre la porte d'entrée. Jean-Claude se lève, traverse le couloir, ouvre. Rien. Juste la nuit. Et l'odeur. Une odeur de brûlé. Sèche, acide, étouffante. Il referme. Mais dans le salon, une lumière rougeâtre palpite. Pas une flamme, une lueur. Sur le mur, à hauteur d'homme, une trace sombre en forme de paume. Comme une main posée sur la paroi, mais brûlée, calcinée, noircie. Jean-Claude recule, souffle, tremblant. Il veut parler, mais aucun mot ne sort. Dans la chambre, Élise serre Soline contre elle. Léa est debout, dans l'encadrement de la porte. Elle ne pleure pas. Elle chuchote seulement. Il veut qu'on sache. Il a mis le feu, mais c'est lui qui a brûlé. Le matin venu, la trace est toujours là. La main noire, parfaitement dessinée, comme une empreinte laissée entre deux mondes. Élise décide d'appeler le père Honoré. Pas pour une messe, pour poser une question simple. Pourquoi il resterait là s'il n'a rien fait? Et le prêtre répond, lentement, parce qu'on l'a peut-être accusé à tort et que personne n'a écouté. Depuis la nuit de la main brûlée, le silence de la maison a changé. Il n'est plus inquiétant, il est attentif, comme si elle écoutait. Léa dort peu, mais elle ne semble pas fatiguée. Elle reste souvent debout, au bord de la véranda, les yeux fixés sur le manguier, ou bien au pied du lit, le regard perdu dans un point que les adultes ne voient pas. Il ne sait pas que le temps est passé, dit-elle un matin. Il cherche toujours quelqu'un. Il veut qu'on le lave. Élise prend des notes. Chaque mot de Léa, chaque rêve. Elle commence aussi à interroger discrètement les anciens du quartier, ceux qui n'ont jamais quitté Sainte-Anne. Tous connaissent le nom de Désiré, mais personne ne le prononce sans baisser la voix. Un certain monsieur Paulin, 87 ans, accepte de parler.
Il vit seul, à 2 rues de là. Quand Élise l'interroge, il soupire longuement, regarde vers le sol puis murmure. Désiré, c'était pas un mauvais gars. Un peu bizarre, c'est vrai. Il parlait tout seul, mais gentil. Pourquoi s'est-il pendu ? Demande Élise. On ne sait pas. Il criait des trucs les derniers jours. Qu'il entendait des voix dans le sol, qu'on l'espionnait, que le diable était entré dans son sommeil. On l'a pris pour un fou. Un silence. Puis il ajoute. J'ai jamais cru qu'il s'était pendu lui-même. Il avait des marques sur les bras, et surtout, son regard. Il avait l'air de quelqu'un qui avait vu quelque chose, et que personne ne voulait croire. Ce soir-là, Léa rêve à nouveau. Elle se réveille en sursaut, regarde sa mère et dit « Il veut qu'on sache la vérité. Il n'est pas méchant. Il attend. » Dans le couloir, au petit matin, la main noire a disparu. Et à sa place, sur le mur, en lettres fines, presque tracées au doigt, on peut lire « Pas fait ça ». 3 mots, mais dans leur simplicité, toute une vie qui hurle encore. C'est Madame Ratenon qui en parle la première. Un matin, alors qu'Élise s'apprête à l'éviter en passant plus vite devant sa cour, la vieille femme l'appelle d'une voix calme, presque douce. « Vous devriez faire venir un laveur. » Élise s'arrête. Il ne répond pas tout de suite. Elle sait ce que cela signifie. Ce n'est pas un exorciste. Ce n'est pas un prêtre. C'est quelqu'un qui connaît le langage des lieux, des ancêtres, des énergies. Quelqu'un qui n'explique pas tout, mais qui ressent. 2 jours plus tard, il arrive. Tièdement. Un homme frêle, sec, le visage tanné par le soleil, les yeux plus sombres que la nuit. Il ne parle presque pas. Il entre dans la maison sans poser de questions, comme s'il connaissait déjà le chemin. Dans le couloir, il s'arrête net. Il ferme les yeux, pose une main sur le mur. Il dit simplement « Il l'a pas allé. Il n'est pas parti. » Il demande de l'eau, du gros sel, un verre propre et une bougie blanche. Il ne veut pas de témoin. Il dit à Jean-Claude d'emmener les enfants marcher au bord de la rivière. Élise reste, muette. Pendant près d'1 heure, Tiedmon parle en créole ancien, un murmure rapide, presque une plainte. Il souffle sur les murs, fait brûler un bouquet de bois d'arnette, marche à reculons. Il souffle 3 fois sous la charpente. Puis, il pose le verre d'eau et le sel sous la table. Il n'explique rien. Avant de partir, il regarde Élise droit dans les yeux. Faut pas lui en vouloir. Il était tout seul. Puis il laisse un petit sachet noué à glisser sous l'oreiller de Léa. Lélie qui l'entend. Lélie qui va porter le reste. Et il s'en va, sans rien demander, sans même dire au revoir. Cette nuit-là, personne ne rêve. Et au matin, Élise retrouve sur la table, à côté du verre d'eau, le crucifix disparu, pas brisé, pas sale, juste là, posé, comme rendu. Depuis la visite de Tiedmon, la maison est différente, plus légère, plus calme, mais pas vide, comme si elle avait accepté la présence, comme si elle attendait à son tour d'être écoutée. Élise le sent, Jean-Claude aussi, et Léa sait. Elle ne parle plus de l'homme du nœud, elle l'appelle Désiré maintenant, comme s'ils étaient présentés l'un à l'autre, quelque part, dans un espace que seuls les enfants peuvent franchir. Ce jour-là, Jean-Claude décide de vider le grenier. Pas tant pour ranger que pour comprendre. Il grimpe, soulève les vieilles planches, et dans une boîte en fer rouillée, il trouve des papiers, des lettres et un carnet.
Il les descend. Élise s'assoit, souffle doucement sur la poussière et commence à lire. Le carnet est celui d'un instituteur qui occupait les lieux dans les années 60. Il y évoque entre autres un ancien ouvrier, un certain Désiré B, qui travaillait à la sucrerie de Bras-Panon, mais qui vivait seul sur cette parcelle dans une cabane aujourd'hui disparue. Il est étrange, silencieux. Il parle parfois tout seul en regardant le manguier. Certains disent qu'il fait des prières la nuit, d'autres qu'il enterre des choses. Plus loin, des enfants en ont eu peur. Ils disent qu'il les regarde trop longtemps. L'un d'eux a raconté qu'il avait vu des ombres sortir de son toit. Et encore, un matin, on l'a trouvé assis dehors, les mains pleines de sang, et c'était le sang d'un cochon. Il disait que c'était pour éloigner ceux qui venaient la nuit. Je ne sais pas si c'est lui qui est fou ou nous. Dans une lettre, signée d'un certain Jules T, on lit. On a dit qu'il avait possédé la petite Suzanne, mais c'est faux, ce n'est pas lui. Je crois qu'on a eu peur, et qu'on l'a désigné. On voulait que ça s'arrête. Léa, pendant ce temps, regarde par la fenêtre. Puis elle dit, il n'a jamais touché l'enfant. Il a essayé de la protéger, mais les gens ne voulaient pas savoir. Élise la fixe. Comment tu sais ça? Il me l'a montré. Pas avec des mots, avec ce qu'il ressent encore. Le dernier papier est un extrait de journal, daté de mars 1953. Le corps de Désiré B, retrouvé pendu près du manguier. La gendarmerie privilégie la thèse du suicide. L'homme, isolé, était sujet à des accès de délire. Certains voisins parlent de comportements étranges et de pratiques occultes. Mais dans la marge, à l'encre noire et d'une autre écriture, quelqu'un a noté « C'était pas lui. On l'a laissé seul et la chose est restée. » Ce soir-là, Léa prend le crucifix retrouvé et le suspend à une poutre de la véranda face au manguier. Ce n'est pas une punition, c'est un rappel. Élise la regarde. Jean-Claude s'approche. Et tous trois restent là, en silence, tandis que le soleil descend lentement derrière l'arbre. 20 ans ont passé. La maison est toujours là, repeinte, réparée, agrandie. Le manguier aussi, plus large encore, mais toujours aussi silencieux. On y entend à présent des rires d'enfants, des musiques douces et parfois des silences pleins. Pas vides. Pleins. C'est Léa qui y vit désormais avec ses propres enfants. Elle a grandi avec une lucidité étrange. Elle ne dit jamais qu'elle voit, elle dit qu'elle ressent ce qui ne se dit pas. Elle est devenue psychologue scolaire, car certains parents viennent la voir pour autre chose. Ils ne savent pas quoi, juste pour parler. Dans un coin de sa bibliothèque, il y a le carnet noir de sa mère. Et dans une boîte de fer, le nom de Désiré, gravé sur un morceau de bois. Quand un orage approche, quand le vent secoue les tôles et que la pluie bat les vitres, elle pose parfois une bougie blanche sur la véranda. Juste une, sans rien dire. Comme une présence fidèle qu'on n'invite plus, mais qu'on n'expulse pas non plus. Car certaines maisons ne sont pas hantées. Elles portent une mémoire. Et quand on l'écoute, elles se taisent enfin. Pas parce qu'elles n'ont plus rien à dire, mais parce qu'elles ont été entendues. Merci de m'avoir suivi pour cette histoire. Si ça vous plaît, d'autres reviendront. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si l'histoire vous a plu, vous pouvez la retrouver dans mon livre. Donc vous trouverez le lien dans les commentaires et dans la présentation. Merci à vous et à très bientôt.